Dans cette vidéo, nous allons construire l'intégrale de Lebesgue. J'ai presque envie de dire, nous allons enfin construire l'intégrale de Lebesgue, parce que nous avons pas mal travaillé pour pouvoir la construire. Dans le chapitre 3, nous avons fait la théorie de la mesure, nous avons fait la mesure de Lebesgue, et dans toute la première partie de ce chapitre, nous avons construit l'intégrale par rapport à une mesure. Il est temps de capitaliser sur ce travail et de définir l'intégrale de Lebesgue. Alors considérons E qui est RD, éventuellement D pouvant être égal à 1, vous allez le voir, l'attribut de Lebesgue et puis la mesure de Lebesgue. Bon, eh bien on va appeler intégrale de Lebesgue l'intégrale par rapport à la mesure de Lebesgue. Donc c'est très simple, et les notations sont les notations qu'on a utilisées jusqu'à présent, avec une petite nouveauté, là, c'est si je suis dans RD, eh bien je peux prendre f de x1 jusqu'à xd, et puis je note lambda d de dx1 à dxd. Et puis, comme je le disais, on a le droit de poser d égale 1, et dans ce cas, c'est l'intégrale de Lebesgue dans R, qui est bien sûr indiquée ici avec les notations qu'on a introduites dans la première partie de ce chapitre, lorsqu'on a fait l'intégrale par rapport à n'importe quelle mesure. Là, c'est un cas particulier, l'intégrale par rapport à la mesure de Lebesgue qu'on a construit, enfin en tout cas qu'on a évoqué pour RD dans le chapitre précédent et qu'on a construit pour d égale 1 dans ce même chapitre. Alors, si je prends une fonction qui est donc intégrable au sens de Lebesgue, il convient tout de suite de remarquer que si je prends un sous-ensemble de RD qui est mesurable, je vais pouvoir intégrer la fonction f multipliée par la fonction indicatrice de cet ensemble U. Voilà. Et ça, on va appeler ça l'intégrale de f par rapport, enfin sur l'ensemble U. Donc simplement défini comme l'intégrale de f fois la fonction indicatrice de U. Puis on va le noter intégrale de f sur U. Bon. Définition, f sera localement intégrable si, pour tout compact, f fois la fonction indicatrice de k est intégrable. Et on notera L1 loc l'ensemble de ces fonctions. Alors on l'a dit, L1, c'est donc inclus dans L1 loc, mais c'est une inclusion stricte. Par exemple, la fonction qui a x associe 1, fonction constante égale à 1, elle n'est pas intégrable sur R. Enfin, son intégrale, c'est plus l'infini. Alors que, sur tous les compacts, elle est bien intégrable, sa mesure, enfin l'intégrale, ce sera la mesure du compact que l'on aura considéré. Prenons maintenant un exemple de construction de l'intégrale de Lebesgue pour une fonction. Alors, je vais prendre cette fonction-ci, la fonction dont voici le graphe d'ailleurs, fonction qui vaut 0 entre moins l'infini et 0, puis 6 entre 0 et 3, puis 3 entre 3 et 6, de nouveau 6 entre 6 et 7, 4 entre 7 et 10, et puis à nouveau 0 à partir de 10. Bon, cette fonction, je vais construire, calculer son intégrale de Lebesgue. Alors pour faire ça, je vais faire ce qu'on a fait dans la première partie de ce chapitre, c'est-à-dire je commence par décomposer f dans la partie positive, f+, et puis la partie négative, f-. Alors là, comme f est positive, f- est nul, on a simplement intégré f+. Et puis f+, je vais l'écrire comme limite d'une suite de fonctions étagées. Alors là, il se trouve que comme c'est une fonction étagée, ça va être encore plus simple. J'ai simplement à calculer l'intégrale de Lebesgue de cette fonction étagée. Alors comment je fais? Eh bien, une fonction étagée, vous le savez par définition, c'est une fonction mesurable qui prend un nombre fini de valeurs. Ici, elle prend 4 valeurs, 0, 3, 4 et 6. Donc l'intégrale de la fonction, ça va être 0 fois la mesure de l'ensemble sur lequel f prend cette valeur 0, plus 3 fois la mesure de l'ensemble sur lequel f prend la valeur 3, et ainsi de suite, jusqu'à 6. Bon, alors, quel est l'ensemble sur lequel la fonction prend la valeur 0? Eh bien, ça va être moins l'infini 0, union 10 plus l'infini. Sur quel ensemble la fonction prend-elle la valeur 3? Sur l'intervalle 3, 6, et ainsi de suite. Maintenant, il suffit de calculer la mesure de chacun de ces intervalles, ou de ces réunions d'intervalles. Bon, pour la mesure de moins l'infini 0, union 10 plus l'infini, la mesure de Lebesgue, c'est plus l'infini. Pour la mesure de 3, 6, l'intervalle 3, 6, la mesure de Lebesgue, c'est facile, ça va être la longueur de l'intervalle, ça va être 6 moins 3. Je vous rappelle qu'on a construit l'intégrale de Lebesgue pour ça, la mesure de Lebesgue pour ça. On a construit la mesure de Lebesgue pour que la mesure de l'intervalle AB, ce soit B moins A.
Et je vous rappelle d'ailleurs qu'on a eu pas mal de difficultés parce qu'on n'est pas arrivé à construire la mesure de Lebesgue pour toutes les parties de R, ce qui a fait qu'on a été obligé de construire sur les boréliens. On a construit les boréliens pour ça. Et donc, voilà, donc on a travaillé dur pour avoir une mesure telle que la mesure de l'intervalle AB, ce soit B-A. Donc, profitons-en. La mesure de 3,6, c'est donc 3. La mesure de 7,10, c'est 3 également. Et puis la mesure de 0,3 union 6,7, ce sera donc 4. Et voilà, il ne reste plus qu'à faire les opérations. Je vous rappelle que nous avons pris comme opération 0 fois plus l'infini, donc nous avons défini ça comme étant 0, et donc ça fait simplement la somme de ces valeurs, et donc ça fait 45. Bon. Donc f est intégrable, et son intégrale, au sens de Lebesgue, c'est 45. À ce stade, je vous propose de comparer avec l'intégrale de Riemann. Mais avant ça, je vous propose de regarder comment on compte son argent dans son porte-monnaie. Voilà. Imaginez que vous ayez les pièces suivantes dans votre porte-monnaie et que vous vouliez les compter. Bon, vous avez deux manières de faire. La première manière de faire est la suivante. Vous prenez les pièces les unes après les autres. Donc là, j'ai 1 euro, plus 1 euro, ça fait 2 euros, plus 50 centimes, ça fait 2,50 €, plus 2 euros, ça fait 4,50 €, plus 1 euro, ça fait 5,50 €, plus 2 euros, 7,50 €, plus 50 centimes, 8 euros, plus 2 euros, 10 euros, plus 2 euros, 12 euros. J'ai 12 euros dans mon porte-monnaie. Deuxième manière de compter. Au lieu de compter les pièces les unes après les autres, je regroupe les pièces de 50 centimes, les pièces de 1 euro et les pièces de 2 euros. Donc regroupons les pièces de 50 centimes, j'en ai 2. Regroupons les pièces de 1 euro, j'en ai 3. Regroupons les pièces de 2 euros, j'en ai 4. Et je dis, j'ai 2 pièces de 50 centimes, 1 euro, plus 3 pièces de 1 euro, 3 euros, plus 4 pièces de 2 euros, 8 euros. J'ai donc 12 euros dans mon porte-monnaie. Bon. Cette deuxième manière de faire, c'est exactement ce qu'on a fait pour intégrer la fonction il y a quelques instants, c'est l'intégrale de Lebesgue. Alors que compter les pièces les unes après les autres, c'est l'intégrale de Riemann. Et si vous ne voyez pas pourquoi, je vous rappelle l'intégrale de Riemann. Qu'est-ce qu'on fait dans l'intégrale de Riemann? Dans l'intégrale de Riemann, on subdivise l'axe des abscisses, et sur l'axe des abscisses, donc sur cette subdivision, je vais regarder, alors là évidemment la fonction est en escalier, donc ça va être extrêmement facile à calculer, donc sur cette subdivision, je vais regarder sur chaque rectangle, la valeur de l'aire de ce rectangle, et puis je vais additionner, voilà. Puis quand j'ai additionné tous ces gens-là, eh bien j'ai l'intégrale, évidemment, c'est 45. Bon, alors, rappelons quand même de manière un tout petit peu plus précise l'intégrale de Lebesgue, parce qu'on va démontrer que si on a l'intégrale d'une fonction f, si elle est Riemann intégrable, on va voir que c'est Lebesgue intégrable. Donc faisons en tout cas pour les intégrales propres. Donc rappelons la définition un petit peu précise pour l'intégration de Lebesgue, de Riemann, pardon. Qu'est-ce qu'on fait? On utilise des fonctions en escalier. Donc, pour Riemann, on utilise des fonctions en escalier. Qu'est-ce que c'est qu'une fonction en escalier? Une fonction en escalier, c'est une fonction qui est constante sur les intervalles. Bon. Et puis, on va noter R, l'ensemble des fonctions en escalier. Et puis, pour les fonctions en escalier, on va noter I de H. H est une fonction d'escalier, le produit de YI par XI moins XI moins 1. Autrement dit, l'aire du rectangle. Bon. Alors, on en a parlé lors de l'introduction de ce chapitre, donc je vous redis ce qu'on a fait. Essentiellement, on a les fonctions qui sont au-dessous, on a les fonctions en escalier qui sont au-dessus, et puis quand on réduit la subdivision, on espère que ce qui est en dessous converge vers l'aire de ce qui est en dessous, converge vers l'aire de ce qui est au-dessus, et dans ce cas, on appelle ça l'intégrale de Riemann. Donc, autrement dit, une fonction f est Riemann intégrable si le sub des IH pour les h inférieurs à f est égal au 1 des IH pour h supérieur à f. Voilà. Et dans ce cas, on appelle l'intégrale entre a et b de f de x cette valeur. Une remarque, enfin une proposition, mais c'est presque une remarque tellement la démonstration est facile, c'est que si on est une fonction qui est une fonction en escalier, est forcément une fonction étagée, forcément. Et voilà la raison pour laquelle c'est le cas. Et en outre, si j'ai une fonction en escalier, le IH que j'ai défini il y a quelques instants, c'est l'intégrale de la fonction étagée correspondante, qui est cette fonction d'escalier, au sens de Lebesgue. Et pourquoi? Simplement, il suffit de l'écrire. Bon. Il suffit de l'écrire parce que la mesure, c'est la mesure de Lebesgue. Alors, théorème, eh bien, si f est une fonction qui est Riemann intégrable, eh bien, elle est forcément, d'une part, mesurable,
et en plus, elle est Lebesgue intégrable. Et en plus, l'intégrale de Lebesgue coïncide avec l'intégrale de Riemann. Les deux intégrales coïncident. Comment est-ce que je fais pour le démontrer? Eh bien, je suppose donc que ma fonction est Riemann intégrable. Donc ça veut dire que je peux l'encadrer en dessous par une fonction en escalier, une suite de fonctions en escalier que je vais appeler Hn-, au-dessus des fonctions en escalier que je vais appeler Hn+, et puis les i Hn+, et les i Hn-, quand je fais tendre n vers l'infini, donc ça tombe à la même limite qu'on appelle l'intégrale. Donc j'ai supposé, je fais l'hypothèse que f est Riemann intégrable. Bon, eh bien, je vais extraire une sous-suite croissante des Hn-, que je vais continuer à appeler Hn-, et puis une sous-suite décroissante des Hn+, que je continuerai à appeler Hn+. Donc, c'est des fonctions qui sont bornées. Et quand je prends les limites simples, eh bien, je vais avoir des fonctions mesurables, puisque c'est des limites de fonctions étagées. J'applique le théorème de convergence dominée à Hn+. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai le fait que l'intégrale de la limite des Hn+, qu'on a appelé h infini plus, ça va être la limite des intégrales des Hn+, intégrale de Lebesgue. Mais l'intégrale de Lebesgue d'une fonction Hn+, c'est également le i Hn+. On a dit que pour une fonction en escalier, le i de cette fonction en escalier, c'est l'intégrale de Lebesgue de cette fonction. Donc, j'ai donc à voir que c'est la limite des i Hn+. Mais la limite des i Hn+, c'est l'intégrale entre a et b de f, puisque f est Riemann intégrable. Donc, j'ai l'intégrale de h infini plus entre a et b, sur l'intervalle ab, l'intégrale de Lebesgue, qui est égale à l'intégrale de Riemann de f. Et de la même manière, l'intégrale de h infini moins sur l'intervalle ab, ce sera l'intégrale de Riemann. Ce qui signifie que l'intégrale de h plus infini et de h moins infini sur l'intervalle ab sont égales, et donc que l'intégrale de leur différence est nulle. Et donc que h plus infini et h moins infini sont égales presque partout. Donc f est encadré de part et d'autre par deux fonctions qui sont égales presque partout. Ça va entraîner que f est mesurable en un tribut de Lebesgue, le tribut de Lebesgue est complète, et donc f sera égal à h plus infini presque partout. Ah oui, mais si c'est le cas, l'intégrale de f sur l'intervalle AB au sens de Lebesgue va être égale à l'intégrale de h plus sur l'ensemble AB, puisque ces fonctions sont égales presque partout. Et l'intégrale de h plus, on a dit que c'était l'intégrale de Riemann. Donc on vient de démontrer que d'une part f est intégrable au sens de Lebesgue, et en plus que les deux intégrales coïncident. Alors, puisque les deux intégrales coïncident, ce qu'on fera désormais, c'est que on pourra utiliser une notation ou l'autre. Vous remarquez qu'ici, on avait utilisé l'intégrale entre a et b, petit a en bas, petit b en haut, pour l'intégrale de Riemann, et puis l'intégrale avec l'ensemble, l'intervalle ab en bas pour Lebesgue. À partir du chapitre prochain, on ne fera plus cette distinction. On va continuer à la faire dans ce chapitre pour éviter les confusions, mais à partir de maintenant, on pourra utiliser l'une ou l'autre de ces notations. Une remarque, c'est qu'on a démontré que les fonctions qui sont Riemann intégrables sont Lebesgue intégrables, mais la réciproque n'est pas vraie. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait avoir des fonctions qui sont Lebesgue intégrables et qui ne sont pas Riemann intégrables. Exemple, la fonction indicatrice de Q. Alors, je vous rappelle le graphe de cette fonction, on l'avait déjà rencontré, et je vous avais déjà fait remarquer qu'on a l'impression que c'est deux droites parallèles, une en 1 et une en 0, mais c'est une impression liée au fait que la résolution de votre écran et la résolution de votre rétine ne vous permet pas de voir qu'il y a des trous partout. En haut, il y a des trous pour tous les irrationnels, et en bas, en 0, il y a des trous pour tous les rationnels. Donc c'est vraiment un gruyère avec un grain des bulles là, qui sont vraiment très très petites. Bon, donc cette fonction indicatrice de Q, je dis qu'elle est Lebesgue intégrable. Pourquoi ? Simplement parce que, déjà, c'est une fonction étagée qui prend deux valeurs, et puis la valeur qu'elle prend sur l'ensemble des rationnels, c'est 1, donc je fais une fois la mesure des rationnels de l'intervalle 0,1, plus 0 fois la mesure des irrationnels de l'intervalle 0,1. Donc c'est 1 fois 0 plus 0 fois 1, c'est 0. Donc la fonction f est bien Lebesgue intégrable, et je peux même vous dire que la fonction, cette intégrale est 0. Est-elle Riemann intégrable? Bien, regardons.
je vais prendre une fonction en escalier qui est en dessous de ma fonction f. Alors, elle est en dessous. Je vais prendre toutes les fonctions d'escalier. Alors, les fonctions d'escalier, vous voyez, on aimerait les faire monter le plus possible, mais elles vont être bloquées. Elles ne vont pas pouvoir dépasser 0. Puisque chaque fois que je prends un intervalle, il y aura forcément dedans un rationnel et un irrationnel. Je rappelle que Q est dense dans R et R privé de Q est également dense dans R. Donc ça veut dire que je ne vais pas arriver à monter au-dessus de 0, puisqu'il y aura forcément un irrationnel dans tous les intervalles que je pourrais considérer. Donc là, je ne peux pas monter au-dessus. Donc forcément, sub de UH, ce sera inférieur ou égal à 0. Et puis, si je prends des fonctions en escalier au-dessus, eh bien, pareil, elles vont être bloquées. Elles vont être bloquées parce qu'elles ne vont pas pouvoir descendre en dessous de 1. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucune chance de pouvoir avoir sub DIH et inf DIH qui se rejoignent à un endroit. Ma fonction f ne peut pas être Riemann intégrable. Voilà. Donc ce qu'on vient de démontrer, c'est, je répète, parce que c'est vraiment un point important, c'est que toute fonction qui est Riemann intégrable est Lebesgue intégrable, en tout cas pour des intégrales propres, et on a en plus des fonctions qui n'étaient pas Riemann intégrables et qui sont Lebesgue intégrables. Alors j'ai dit des fonctions propres, c'est-à-dire qu'on peut avoir des intégrales impropres. Pour les intégrales impropres, il va falloir se méfier un tout petit peu. Alors il va falloir se méfier. Pourquoi ? Alors je rappelle d'ailleurs la définition de localement Riemann intégrable. Pourquoi il va falloir se méfier? Parce que si je prends une fonction qui est Riemann intégrable, elle sera bien Lebesgue intégrable si elle était absolument convergente, mais pas forcément si elle était semi-convergente. Donc là, il va falloir se méfier un tout petit peu. Alors, pour montrer que l'absolue convergence entraîne Lebesgue intégrable, c'est le même type de construction. Et le fait qu'elle soit, que pour les fonctions semi-convergentes, on n'ait pas la possibilité de l'étendre par l'intégration de Lebesgue, c'est assez naturel si vous y réfléchissez. Et on en reparlera d'ailleurs au moment des séries. C'est un point effectivement sur lequel il y a quand même besoin de faire une petite remarque. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les intégrales impropres absolument convergentes sont bien dans L1. Les intégrales impropres au sens de Riemann sont absolument convergentes, sont bien dans L1. Les intégrales impropres semi-convergentes ne sont pas dans L1. Et si vous voulez un exemple, la fonction sinus cardinal, sinus x sur x prolongé en 0 par 1, est une fonction qui est Riemann intégrable. Donc l'intégrale impropre, si vous prenez l'intégrale entre 0 et plus l'infini de cette fonction sinus cardinal, c'est quelque chose qui converge, mais ça n'est pas Lebesgue intégrable. Donc pour résumer, qu'est-ce qu'on a? On a construit cet ensemble de fonctions L1, donc les fonctions qui sont Lebesgue intégrables. On avait les fonctions Riemann intégrables. Dans les fonctions Riemann intégrables, on avait les intégrales impropres semi-convergentes, qui là on les perd en passant avec l'intégrale de Lebesgue. Mais pour tout le reste, c'est pareil ou mieux. C'est-à-dire que les intégrales de Riemann propres et toutes les intégrales de Riemann impropres absolument convergentes sont Lebesgue intégrables. Et en plus, on a des fonctions qu'on ne pouvait pas intégrer avec Riemann et qu'on va désormais pouvoir intégrer. Pour terminer, deux théorèmes auxquels on s'attend d'une certaine manière. Le premier est le suivant. C'est si je prends une fonction L1 log et que je définis la fonction grand F, qui est l'intégrale sur l'intervalle petit a, petit x de petit f. Donc pour tous les petits x, je fais correspondre cette fonction grand F. Pour cette fonction, une primitive par exemple. Voilà. Eh bien, f sera continu et dérivable presque partout. Voilà. Et bien sûr, la dérivée sera égale à f presque partout. La démonstration, c'est une application du théorème de convergence dominée. Vous pouvez le faire d'ailleurs tranquillement. C'est une simple application du théorème de convergence dominée. Un autre théorème auquel on s'attend, c'est que si je prends une fonction grand f, dérivable, alors en tout point, pas presque partout, vraiment en tout point, eh bien, si je suppose que petit f, c'est grand f' et que c'est dans L1 loc, alors l'intégrale sur l'intervalle AB de petit f, ce sera grand f de B moins grand f de A. Alors, la démonstration n'est pas si simple que ça. Alors, vous savez ce qui se passe avec les choses qui ne sont pas si simples? Eh bien, on les donne à l'examen. Donc, la démonstration de ce théorème, vous le trouverez dans l'examen partiel de 2018-2019.